L'Italie est l'un des pays les plus influents à travers l'histoire. Bien que, à dire vrai, l'idée de l'Italie elle-même a été créée selon l'émergence d'un nationalisme basé sur la résurgence de ce qui était autrefois le Grand Empire romain. Êtes-vous intéressé à connaître le processus d'unification de cette grande nation, ainsi que la période connue sous le nom de Royaume d'Italie? Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour nous mettre en contexte, remontons à la fin des guerres napoléoniennes. Après la défaite française, lors du congrès de Vienne, les nouvelles frontières de l'Europe seraient établies, et dans le cas du territoire italien actuel, dans lequel divers États avaient participé des deux côtés, il serait finalement divisé en 7 États. Le royaume de Piémont et de Sardaigne, de la maison italienne de Savoie, le royaume lombard-vénitien, qui est devenu une partie du territoire de l'Empire autrichien, les duchés de Parme, Modène et Toscane, sous influence autrichienne avec des gouvernants de la maison de Habsbourg, les États pontificaux, sous le gouvernement du pape de l'Église depuis Rome, et le royaume des deux Siciles, sous la maison de Bourbon. Il convient de souligner qu'un sentiment de nationalisme commençait à apparaître depuis la Renaissance italienne. Des idées d'unification de tous les peuples italiens, rappelant l'âge d'or de Rome, se retrouvaient dans l'art et la littérature, et se concrétiseraient encore plus au cours du XVIIIe siècle. Et ces idées se matérialiseraient en révolution contre l'absolutisme autrichien, comme celle de 1820 à Naples et au Piémont influencée par l'Espagne, et celle de 1830 influencée par l'Espagne, qui se terminerait par une augmentation des pressions autrichiennes pour repousser de futures manifestations. Mais la première étape importante vers l'unification que l'historiographie italienne connaît sous le nom de Risorgimento aurait lieu pendant la Révolution de 1848, où le royaume de Sardaigne déclare la guerre à l'hégémonique Autriche avec le soutien du duché de Toscane. Ici, la participation du révolutionnaire, Giuseppe Mazzini, qui irait même jusqu'à fonder une éphémère et non reconnue République romaine, depuis les États pontificaux, bien que, comme je l'ai dit, éphémère, et en général, la révolte serait écrasée. L'Italie seule n'était pas suffisante pour vaincre le géant autrichien. Après la défaite, le roi de Sardaigne a abdiqué, ce qui a permis à Victor Emmanuel II d'accéder au pouvoir, qui, avec son premier ministre, Camillo Benso, seraient les artisans de la deuxième tentative d'unification, mais cette fois en cherchant un allié de poids, le Second Empire français de Napoléon III, qu'il soutiendrait dans la guerre de Crimée, bien qu'il ne finirait pas de les convaincre par leur soutien après un traité secret de défense avec lequel la Sardaigne céderait Nice et la Savoie. Avec cela, la France a apporté son soutien à la Sardaigne pendant la deuxième guerre d'indépendance, où ils réussissent à vaincre les Autrichiens, bien que seulement jusqu'à prendre la Lombardie, laissant le Vénétie encore sous souveraineté autrichienne, car Napoléon voulait éviter l'intervention des Allemands du Nord. Oui, il faut toujours être attentif à tout votre tableau géopolitique. Immédiatement, les duchés du centre-nord, Parme, Modène et Toscane, où le nationalisme était également ravivé, se joindraient volontairement à la Sardaigne, sous les yeux d'une Autriche affaiblie qui avait perdu de l'influence dans la région. Bien sûr, l'exception de la France, malgré le fait qu'elle ait cédé du territoire, a mis en colère plus d'un nationaliste, comme le révolutionnaire Giuseppe Garibaldi, qui était né à Nice. Garibaldi serait l'artisan de la phase finale du Risorgimento, en organisant l'expédition des Mille, où avec un grand contingent de chemises rouges, ils débarquent en Sicile instable, et en moins d'un an, réussissent à conquérir tout le royaume des deux Siciles, l'annexant au royaume de Sardaigne, de sorte que toute la péninsule italienne, à l'exception de la Vénétie et de la Rome du pape, serait unifiée. Victor Emmanuel se réunirait en février 1861 à Turin avec les représentants des États annexés, assumant le titre de roi d'Italie. Le pays des Azuris était né, et compte tenu du fait que les alliances viennent également de commencer, cherchons l'autre pays qui est également en processus d'unification et qui considère l'Autriche comme détracteur. Prusse. Prêt. Soutien dans la guerre austro-prussienne où l'Autriche est attaquée sur deux fronts. Avec cette victoire, l'Autriche est exclue de l'unification allemande
et la région de la Vénétie est remise à l'Italie. Et l'amitié avec la Prusie serait maintenue pour conquérir le dernier et tant désiré objectif, Rome. Encore sous le pouvoir du pape et sous la protection des troupes françaises. Et en parlant de la France, elle entamerait une guerre contre la Prussie pour laquelle les troupes à Rome devraient se mobiliser. Opportunité parfaite avec laquelle se produirait la prise de Rome, qui mit fin au règne de 1116 ans du Saint-Siège. Et la résurgence avait été concrétisée. Comme toute nouvelle nation, l'Italie commencerait par une période d'instabilité certaine, étant donné que comme tout mouvement, l'unification avait aussi certains détracteurs. De plus, des gouvernements connus sous le nom de droite et gauche historiques se succédaient, ce qui a maintenu le retard économique de l'Italie par rapport à d'autres puissances. En 1878, après la mort de Victor Emmanuel II, Humbert Ier d'Italie arriverait au pouvoir. Humbert, avec son Premier ministre, a cherché la participation de l'Italie à l'impérialisme qui se concrétiserait lors du partage de l'Afrique, illustré à la conférence de Berlin, où les puissances européennes ont convenu des zones de colonisation et dont l'Italie, moins influente que d'autres puissances, commencerait son empire colonial uniquement avec l'Érythrée, une partie de la Somalie actuelle, et en théorie, l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle. En théorie, parce qu'il existait un État formé, contrairement à la grande majorité des régions africaines, l'Éthiopie montrerait une résistance qui a conduit à la guerre italo-éthiopienne, dans laquelle les Italiens sont expulsés après une tentative d'invasion du pays amharique. Au milieu de l'expansion colonialiste des puissances européennes, les alliances militaires commenceraient à se former. Dans le cas de l'Italie, ce serait avec son ancien allié, l'Allemagne, et avec l'Autriche-Hongrie. Bien sûr, les différences avec ce dernier concernant les territoires irrédentistes de Trieste et du Trentin perdureraient dans le temps. La stagnation économique et la mauvaise qualité de vie des Italiens alimentèrent des révoltes d'idéologies émergentes comme le socialisme qui ont conduit à la création de syndicats. Face à la répression de ces révoltes, Umberto serait assassiné par un anarchiste en 1900. Le roi assassiné serait succédé par son fils, Victor Emmanuel III, dont le gouvernement, avec le Premier ministre Giovanni Giolitti, a réussi une forte croissance économique et l'empowerment de la milice. Bien sûr, les différences entre le nord plus riche et le sud plus rural et arriéré se seraient accentuées à partir de là. Des différences qui persistent jusqu'à nos jours. La nouvelle milice serait approuvée pendant la guerre italo-turque, où, dans une tentative de continuer à étendre l'empire italien, l'Italie envahit les régions ottomanes de Tripolitaine et de Cyrénaïque, réussissant à vaincre les Ottomans décadents et ainsi annexer l'actuelle Libye. Face aux tensions constantes entre les puissances européennes, l'équilibre des pouvoirs serait rompu après l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, et ainsi le début de la Première Guerre mondiale. Bien que l'Italie fût partie de la Triple Alliance, elle a allégué que le traité était de nature défensive, maintenant ainsi sa neutralité. Cependant, face aux offres britanniques de récupérer les territoires italiens toujours sous domination autrichienne, l'Italie finirait par rejoindre le camp des Alliés en 1915 depuis le front italien. Bien qu'elle ait d'abord subi un revers sévère à la bataille de Caporetto, les Austro-Hongrois, désormais sans le soutien allemand, sont finalement vaincus à Vittorio Veneto, scellant ainsi la victoire sur ce front. Malgré cette victoire, après le traité de Versailles, l'Italie n'obtiendrait que le Trentin et la Vénétie julienne. La Dalmatie serait remise à la naissante Yougoslavie, les Alliés faisant allusion au faible soutien qu'avait apporté l'Italie. Logiquement, cela serait vu comme une trahison. Ce mécontentement généralisé exalterait encore plus le nationalisme italien, qui donnerait lieu à la formation d'organisations comme le Fasci di Combattimento. Une organisation ultranationaliste dirigée par un ancien socialiste qui avait servi pendant la guerre, le célèbre Benito Mussolini. Cette organisation aurait même son propre groupe paramilitaire de combat, les Chemises Noires. Peu de temps après, le Fascio deviendrait un parti politique qui gagnerait rapidement en popularité au point qu'à la fin de 1922, la marche sur Rome serait organisée, au cours de laquelle 30 000 personnes se mobiliseraient dans différentes villes
et, sous la menace d'une guerre civile, exigerait l'annulation du système parlementaire. L'événement s'est conclu par l'ascension de Mussolini au pouvoir en tant que président du Conseil des ministres, éclipsant totalement la monarchie. L'idéologie fasciste serait principalement basée sur un nationalisme exacerbé qui placerait le Duce comme une figure à admirer, et que l'Italie devait retrouver la grandeur de l'ancien empire romain à tout prix. De plus, il continuerait à incorporer le culte de la violence et le mépris de la bourgeoisie et du marxisme. Mais bien sûr, comme tout régime autoritaire cherchant à implanter une idéologie, il avait besoin d'un soutien populaire, et avec un excellent meneur de foule dans la même capitale, Mussolini obtiendrait le soutien de l'Église catholique grâce aux accords du Latran, dans lesquels serait créée la ville du Vatican que nous connaissons aujourd'hui, en plus d'une indemnisation pour ses pertes territoriales de 1870. De son côté, l'Église reconnaîtrait la légitimité de l'État italien et donc ses adeptes également. À ce stade, le fascisme était déjà devenu un régime totalitaire. Et grâce à une série de réformes très controversées, un progrès économique serait réalisé, qui serait principalement destiné à la modernisation de l'armée. Oui, la qualité de vie des Italiens devait attendre. D'abord, l'expansion. Et cela se poursuivrait lors de la deuxième invasion de l'Abyssinie, où, sans préavis de guerre, l'Italie attaque à nouveau l'Éthiopie, cette fois avec plus de succès, et en commettant un véritable massacre qui a laissé plus de 750 000 morts. Avec cela, l'annexion de l'Éthiopie serait réalisée, créant ainsi l'Afrique orientale italienne, avec Victor Emmanuel III comme empereur d'Éthiopie. Le dernier fait marquant de la période de l'entre-deux-guerres serait la célèbre alliance avec le leader du nazisme Adolf Hitler, en 1936, avec lequel, bien que les deux régimes aient des points communs, la vérité est que leurs objectifs finaux auraient fini par se heurter. Enfin, on pourrait dire qu'ils ont scellé leur amitié en intervenant conjointement dans la guerre civile espagnole en soutien au dictateur Franco. Et comme vous le savez déjà, les tambours de guerre commencèrent à sonner depuis l'invasion allemande des Sudètes, qui serait imitée par l'Italie en envahissant l'Albanie en avril 1939 et en la transformant en un protectorat. Des mois plus tard, avec l'invasion de la Pologne, la Seconde Guerre mondiale éclaterait et les alliances formées seraient activées. Cependant, tout comme lors de la Première Guerre mondiale, l'Italie resterait neutre jusqu'à la conquête réussie de la France et du Benelux par l'Allemagne, ce qui amènerait Mussolini à entrer pleinement dans la guerre. Il se ferait tout pour retrouver la grandeur de Rome. Son premier mouvement a été l'invasion des Alpes françaises, après quoi, sans grand succès, il ne parvient qu'à annexer les zones frontalières. Ensuite, l'Italie réussirait à annexer la Somalie française, la France britannique et certaines zones du Kenya et du Soudan, bien sûr. Sans un accès au canal de Suez sous contrôle britannique, l'Afrique italienne ne durerait pas longtemps. Ainsi, l'Italie lance une campagne pour envahir l'Égypte, et c'est ici que commencent les mésaventures d'une Italie précipitée sans beaucoup de matière pour la guerre. Cela est suivi d'une invasion ratée et isolée de la Grèce, ancien territoire romain, et de Malte, mais rien de britannique. Ces défaites, comme celle de l'Afrique du Nord, feraient intervenir les Allemands, qui n'ont pas non plus prévenu leurs alliés des plans sur un nouveau front, l'Union soviétique. Oui, de mauvaise coordination qui leur coûterait cher. Par effet domino, l'Éthiopie réussirait à expulser les Italiens et à se libérer, tandis que les Alliés parviennent à avancer en Afrique du Nord, prenant même la colonie italienne de Libye. Vers 1943, l'Italie avait déjà été expulsée des Balkans et avait perdu toutes ses positions coloniales. Avec cela, les Alliés contre-attaqueraient, envahissant la Sicile et prenant le sud de l'Italie, mettant ainsi au pouvoir le roi et Pietro Badoglio, ancien combattant, comme Premier ministre. Mussolini serait emprisonné puis sauvé par Hitler, qui occuperait le nord, fondant ainsi l'État fantoche de la République de Salo, avec Mussolini au pouvoir. Avec une Italie divisée, la guerre civile italienne éclaterait, où les puissances de l'Axe affaiblies tombent face à la supériorité alliée et peu avant de souhaiter la victoire, Ildus serait fusillé et pendu à Milan par des partisans italiens. Avec la défaite imminente de l'Axe, toute l'Italie finirait du côté allié, donc sa seule perte continentale serait une partie de la Vénétie julienne,
cédée à la Yougoslavie, et elle a même pu rester avec la Somalie italienne jusqu'à son indépendance. Après un plébiscite de 1946, les Italiens ont décidé de devenir une république qui perdure jusqu'à nos jours, voyant le rêve du DUS brisé par l'effusion de sang de millions de ses compatriotes. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu que d'une manière ou d'une autre, Mussolini aurait pu rendre à l'Italie la splendeur de l'ancienne Rome? Ou était-il condamné à l'échec dès le début? N'oublie pas de laisser ton commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, soutiens-moi avec un like et abonne-toi à ma chaîne. Et si tu veux soutenir ce projet, toute donation sur Patreon sera la bienvenue. À la prochaine!